Ledger, en fait, tout simplement, on sécurise 20% des actifs numériques à travers le monde. 8 millions de devices vendus dans plus de 210 pays. Chez Ledger, je le dis souvent, we are not a remote company, parce que effectivement, le full remote, en fait, c'est pas dans l'ADN de l'entreprise. C'est ce que font peut-être beaucoup d'organisations. On tombe dans un travers très vertical, très autoritaire. Vous venez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le well-being aussi est important parce que dans les industries comme les nôtres où on grandit vite, on est sur des populations aussi jeunes. On est une entreprise en fait, avec un ADN français, mais encore une fois résolument tournée sur l'international avec une ambition internationale. Il ne faut jamais oublier que la fonction d'un ou une DRH, c'est de se dire qui est-ce que je veux dans cette entreprise et comment j'essaye de les garder engagés, heureux, satisfaits le plus longtemps possible. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je te remercie immensément de deux choses. Déjà parce que tu as accepté notre invitation dans le podcast du Human Factor de Yann Hiro, mais tu as même dépassé cette acceptation d'invitation parce que tu m'invites. Donc là, si vous nous écoutez en version audio, vous ne le voyez pas, mais Alexandre m'a invité dans les très très jolis locaux de Ledger, au sous-sol, dans le studio d'enregistrement qui est magnifique. Alexandre, qu'est-ce qu'on dit ? Je te dis merci de m'inviter ou je te dis merci d'être venu ? Je te dirais surtout bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Ça me fait très plaisir que tu sois aujourd'hui présent et c'est d'autant plus vrai parce que on a pensé un petit peu ce lieu comme un lieu de rencontre et on aura l'occasion d'en discuter plus tard dans cette discussion, mais c'est vraiment, ce que je te souhaite, c'est bienvenue chez toi. Trop bien. Si vous avez lancé cet épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler. Je pense qu'il y a des très grandes chances que vous connaissiez Ledger, peut-être même que vous connaissiez Alexandre, mais je vais te laisser te présenter et présenter Ledger de la manière dont on le pitch en 2025, parce que tu le feras bien mieux que moi. Absolument. Ledger, qu'est-ce que c'est déjà ? Ledger, en fait, tout simplement, on sécurise 20% des actifs numériques à travers le monde. 8 millions de devices vendus dans plus de 210 pays. Notre ambition, elle est très forte. On a eu un ADN, certes français, mais tourné sur l'international. Ledger, c'est 56 nationalités. C'est 6 bureaux ouverts à l'international et c'est à peu près 700 talents à travers le monde. Ledger, au-delà de sécuriser des actifs numériques, on sécurise surtout des idées, des opportunités et des libertés. Technologie, émancipation, et ça c'est très important et j'ai pu à plusieurs reprises l'évoquer avec mes équipes ou même en interne et en externe. Ce qui est important pour Ledger, c'est que facteur d'émancipation dans des cas très concrets à travers le monde. On prend la Turquie, on prend l'Argentine. C'est des sociétés où les crypto-actifs en fait deviennent un levier pour ces populations pour justement contourner l'inflation. Tu as un autre pays, tu prends le Nigeria par exemple, la crypto en fait est un élément pour toute une génération d'entrepreneurs qui sont on va dire tournés sur les actifs numériques pour contourner en fait des systèmes financiers on va dire peu vertueux. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que derrière en fait on a la technologie, l'émancipation, mais derrière ces technologies, justement, on a de l'humain, on a des équipes. Et pour pouvoir le faire, il faut rassembler ces talents, il faut rassembler en fait ces équipes. Et en les rassemblant, en fait, je parlais de 56 nationalités, c'est l'objectif d'avoir une entreprise avec des enjeux de diversité pour que ça soit le reflet d'une société moderne et de se dire finalement que cette organisation, en se rassemblant, elle peut innover, elle peut s'adapter, elle peut performer. Et c'est un petit peu le but de ces locaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais, toi, chez Ledger ? Moi, je suis le DRH. Tout simplement. Le DRH un peu touche à tout. Moi, j'ai rejoint Ledger par la petite porte du juridique il y a maintenant 7 ans. Et j'ai pris les rênes de la fonction People il y a maintenant un peu plus de 5 ans et demi, bientôt 6. Et donc, j'accompagne l'entreprise, j'accompagne mon CEO dans cette mission qui est celle de Ledger. L'idée de cet épisode, vous le savez, encore une fois, vous avez vu un titre, vous avez cliqué sur l'épisode, ça va être de se pencher sur deux choses. La première, ça va être de se pencher sur un sujet qui fait
très lourdement débat à l'heure où on se parle, donc avril 2025, qui est la question remote versus travail en présentiel. Il y a beaucoup de positions sur le sujet et l'angle que vous avez pris chez Ledger, je le trouve fascinant parce que c'est une manière de voir les choses qui est très différente et qui est un pas de côté par rapport à une opposition de non mais la vraie vie c'est au bureau ou au contraire non le télétravail est un acquis et on ne revient pas en arrière. Non, là vous avez une autre approche et on va en reparler très vite. L'autre sujet, qui est peut-être un petit bonus quelque part, mais c'est notre job au sein de ce podcast de pouvoir quelque part donner des porte-voix aux DRH qui font des trucs formidables, c'est que, et je vais citer une amie commune, Jessica, Jésiri, vous faites des choses incroyables et vous n'en avez pas parlé tant que ça. Donc, je crois que le monde ne sait pas tant que ça ce que vous êtes en train de faire. Donc, si on peut faire quelque chose là-dessus, il faut qu'on le fasse. Il faut le faire, absolument. Et c'est toute aussi notre ambition pour cette année. On a la chance aussi d'avoir ces locaux qui incarnent finalement aujourd'hui une culture d'entreprise, une ambition aussi pour l'entreprise. Et je suis ravi qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant pour répondre à ta question sur comment on a pensé nos locaux, et on aura l'occasion de rentrer dans le détail, mais... effectivement, le télétravail et on va dire est devenu, on va dire, la problématique épineuse en fait de tout DRH qui se respecte et qu'on se le dise. Moi, je ne crois pas en fait à la vision très verticale, très autoritaire d'une entreprise en se disant demain tout le monde au bureau. On revient en fait sur ce qui s'est mis en place de manière progressive pendant la Covid, entre autres choses. Et en même temps, je suis un pourfendeur en fait de l'intelligence collective. Chez Ledger, je le dis souvent, we are not a remote company, parce que effectivement, le full remote en fait, c'est pas dans l'ADN de l'entreprise, c'est pas dans la culture aussi, puisqu'on est aussi une entreprise innovante. Et pour aller un petit peu aussi sur la genèse en fait de comment nous on a abordé les choses, je pense qu'il faut revenir aussi bien en amont. Parce que toi, le télétravail chez Ledger et l'organisation de travail, parce qu'on parle de télétravail, mais c'est l'organisation de travail surtout qu'il faut penser. Entre la genèse et aujourd'hui, on va dire qu'il s'est passé à peu près 4 ans. On va faire ça. Ouais. On va reparler de ça. Donc, intro, vous le verrez sûrement si vous voyez la version vidéo de ce podcast, ça serait très facile de juste se décrocher la mâchoire sur la qualité des locaux de Ledger. On est au 106, on est dans le Marais, c'est magnifique de haut en bas et on va en parler un petit peu, mais beaucoup plus intéressant encore et beaucoup plus subtil que juste le niveau de qualité, de standard de ce flagship, il y a pourquoi. Pourquoi c'est fait comme ça? Ça répond à quels usages? Donc c'est pour ça que je te rejoins. Moi j'ai très envie qu'on reparte bien en arrière, pour parler de comment on pense le travail en présentiel, le travail en remote, etc. pour qu'on arrive à l'explication naturelle de pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix avec ton équipe. Ça te va si on repart donc du coup de là? On part comme ça, ouais. Allez. Pas de problème. En 2025, je le disais, on a vécu une drôle de séquence Covid, où un certain nombre d'entreprises ont pris des positions assez extrêmes sur le full remote, ou le work from anywhere, ou toutes ces variantes. Certaines par conviction, certaines, la majeure partie par obligation, ou en tout cas, on va dire c'était crise Covid oblige, quoi. Ouais. Ça a donné un certain nombre d'usages de télétravail de la part de tous les salariés du monde, qui se sont donc adaptés à ça, ont découvert les problèmes liés au télétravail, en termes de santé mentale, en termes d'incapacité à décrocher, en termes de difficulté de se créer un cadre tout seul quand il n'y en a pas, et tous les bonus. Le fait de pouvoir s'occuper de sa famille, le fait de pouvoir éviter des transports en commun, etc. Là-dedans, certaines personnes sont tombées d'un côté, certaines personnes sont tombées de l'autre, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. En 2025, crise économique oblige, un certain nombre d'entreprises ont durci leur ton par rapport au remote, jusqu'à tomber dans des aspects peut-être un peu jusqu'au boutiste, qui serait de dire que le seul bon travail est un travail en local, présentiel, où tout le monde est là, retour au bureau, sous-entendu, ça suffit les bêtises, fin de la récré, etc. etc. Le tout de manière assez autoritaire, c'est-à-dire la manière dont c'est fait, c'est pas mais si venez au travail, au bureau c'est très sympa, c'est ça suffit les bêtises, fin de récré, etc. Ça, c'est le tableau dans lequel on est en 2025.
en général. Maintenant, on va parler de Ledger. Ledger, qu'est-ce qui se passe avant 2020? Qu'est-ce qui se passe en 2020? Enfin, raconte-nous un petit peu tout ton vécu sur cette notion de travail un peu déstructuré, décentralisé. Oui, mais bien sûr, il faut revenir, je pense, oui, effectivement, à la genèse. Donc, tout le monde, et je pense que tout DRH a connu cette période un petit peu étrange qui a été la Covid et l'organisation de travail, c'est-à-dire on était dans des peut-être modes d'organisation modernes en fait du travail et est arrivée la Covid, les différentes périodes de confinement indépendamment de la France ou qu'on soit en France ou ailleurs, hein, peu importe. Et ensuite, il y a eu l'organisation du retour au travail. Et moi, ça m'évoque un souvenir, c'est surtout août 2020. Je terminais mes vacances et mon CEO m'appelle et me dit Alexandre, comment tu vois les choses pour la suite sur le télétravail chez Ledger Est-ce qu'il faut, enfin voilà, c'est quoi ta conviction sur le sujet? Et très vite, en discutant avec Pascal, on est très vite tombé d'accord sur une chose. On ne pense pas que on ne pensait pas et on ne pense pas que le full remote était l'organisation la plus pérenne pour une organisation. Pour plusieurs facteurs, hein. Souvent, quand on dit l'organisation aujourd'hui, il faut faire revenir les gens au travail, c'est un facteur de productivité. C'est une chose, certes, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le concept de well-being, l'équilibre, en fait, work-life balance, et le fait aussi que pendant la Covid, finalement, la frontière entre ce qui était l'espace de bureau et l'espace de vie privée, toutes ces barrières-là, en fait, n'existaient plus. Chez Ledger, on s'est dit, finalement, il y a peut-être un entre-deux à trouver, et cet entre-deux, on s'est dit, bah oui, finalement, c'est de se dire que demain, on allait réorganiser le retour au bureau. On n'allait pas céder en fait à la tentation du full remote, contrairement à tout ce qu'on pouvait lire dans la presse, qu'elle soit générale ou même spécialisée, hein, la presse RH en fait, les nouveaux modes d'organisation au travail, etc. Nous très vite en fait, on s'est dit c'est quoi notre ADN, quelle est notre culture d'entreprise et notre ADN et ce qui fait aussi notre réussite, c'est l'innovation. Et cette innovation, il fallait aussi qu'on puisse la retrouver en fait dans les nouveaux modes d'organisation de travail qu'on allait avoir. Et pour le faire, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, on allait réorganiser le retour au travail avec effectivement cette bienveillance aussi pour justement permettre aux collaborateurs d'être en télétravail. Mais très vite, on s'est dit, on avait grandi vite, on était dans une période d'hypercroissance. Très vite, on s'est retrouvé avec 2 puis 3 bureaux en fait, donc 3 sites, les collaborateurs éclatés sur 3 sites parisiens. Et donc, du coup, il y avait un enjeu de culture d'entreprise. Et donc, très vite est venu ce projet du 106 Temple pour se dire, en fait, il nous faut un bureau pour asseoir, en fait, notre culture d'entreprise, pour asseoir, en fait, cette ambition de l'entreprise, puisque au-delà d'une culture d'entreprise, c'est aussi une marque, c'est aussi l'ambition de Ledger en tant que telle. Et donc, pour revenir aussi sur ta question, ce qui nous a animés à travers le travail et le concept du télétravail, ça a été de se dire, il faut penser le future of work, c'est-à-dire avoir cette trajectoire de se dire, c'est pas juste céder à une pression, qu'elle soit en fait évolution sociétale ou du collectif, hein, parce qu'il y a une réalité, hein, en tant que DRH, on est sollicité par nos pairs au niveau du COMEX, on est sollicité aussi par le collectif managérial, il faut avancer sur le télétravail. On était dans une guerre des talents à l'époque où tout le monde nous disait qu'il faut mettre du full remote. Nous, on n'a pas cédé. Et on n'a pas cédé parce qu'on s'est dit, finalement, le future of work chez Ledger, il devra répondre à 3 fonctions. Fonction d'innovation, fonction de collaboration déstructurée. Je sais que c'est très jargonneux, mais finalement, je pense que tu as pu le voir dans le cadre de la visite que toi et moi on a fait. La collaboration déstructurée, elle prend sens chez Ledger puisque on a une diversité de talents, une diversité de métiers, et il faut que les gens puissent se rencontrer dans un bâtiment qui fait plus de 10 étages et permettre justement aussi cette intelligence collective. Et enfin, c'est aussi un lieu de rencontre, le bâtiment. On fait de la sécurité, il y a des enjeux de sécurité très forts du bâtiment, mais c'est un lieu qui reste ouvert pour nous, ouvert pour aussi nos clients et ouvert aussi puisque régulièrement en fait on a plusieurs événements dans l'industrie du Web3 pour justement participer à évangéliser aussi sur la marque Ledger, sur notre industrie. Ce qui est très intéressant que tu me disais juste avant qu'on enregistre là, c'est que, donc je reprends,
avec votre CEO, vous vous positionnez sur à quoi doit ressembler l'organisation du travail pour Ledger et son futur. Ça déjà c'est un point que je trouve très intéressant. On est loin d'un débat un peu stérile sur qu'est-ce qui est mieux entre le télétravail ou le présentiel. C'est pas ça, c'est que veut faire Ledger, qu'est-ce que c'est que Ledger, où est-ce qu'on va et du coup il faut quoi. Et là vous arrivez à une intention qui va se manifester. Ce que tu me disais, c'est que vous avez aussi pris le temps d'interroger les collaborateurs et collaboratrices sur leur position par rapport à ça. Exactement. Le télétravail, il s'est mis en place aussi en concertation. Moi, quand je suis arrivé à la table des négos avec les partenaires sociaux, je ne voulais pas arriver les mains vides. On arrive avec un document, mais il fallait arriver aussi avec un ressenti du collectif. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté aussi de manière anonyme les collaborateurs, on les a associés dans cette démarche pour justement aussi avoir leur tendance. Et ce qui était assez intéressant, on avait une minorité visible qui nous parlait du full remote. Je veux du full remote, l'entreprise veut du full remote. Et finalement, les résultats ont montré l'inverse. Les résultats nous ont montré en fait que, premièrement, les collaborateurs ne voulaient pas du full remote. Ils étaient à peu près sur un collectif interrogé, 14 people sur à peu près 300 à vouloir du full remote à l'époque. Donc c'était déjà assez révélateur. La deuxième chose, ils avaient un besoin de reconnecter avec le collectif. C'est là où c'était important aussi de faire le lien à ce que je disais tout à l'heure, c'est que productivité, elle va de pair avec la partie well-being et cet équilibre en fait entre ce que m'apporte en fait mon espace, mon domicile, peut-être la flexibilité que je peux avoir en fait dans le cadre de certains jours en télétravail, mais surtout ce que va m'apporter l'entreprise dans un lieu de travail en fait qui est conçu pour justement favoriser l'échange et me permettre aussi de travailler dans de bonnes conditions. Et finalement, les collaborateurs, à l'issue en fait de cette enquête, cette survey, on s'est aperçu que grosso modo, les collaborateurs, étaient plutôt partisans sur une tendance en fait de présentiel entre 2-3 jours sur site. Et ça, c'était important et ça nous a beaucoup aidé aussi. Et ça a beaucoup aussi éclairé en fait nos discussions au moment de l'élaboration en fait du document qui nous a permis d'organiser le télétravail. Donc là, effectivement, on a, si je puis dire, une première brique de quelque chose que moi je trouve très intéressant. C'est, donc, vous faites une conviction avec ton CEO, vous interrogez les partenaires sociaux et les collaborateurs, collaboratrices pour dire qu'est-ce qui se passe. Première surprise, le concept de minorité vocale. Il y a des personnes qui s'expriment très profondément sur du full remote, mais qui ne sont pas majoritaires. Aucun avis sur le sujet, c'est juste très factuel. Enfin, moi, j'ai pas d'avis sur le sujet. Et donc, on peut affiner le tir. Se dire, OK, nous, on pense que ça fait sens d'avoir une organisation qui a une certaine forme d'hybridité. C'est plutôt le souhait de la majorité des collaborateurs. Et là, encore une fois, on ne rentre pas dans des discours dogmatiques de bien, pas bien. Tu vois, typiquement, Buffer est une organisation qui est très, très bien fichue en full remote. Il y a des organisations qui sont full présentiel. Pas d'avis. Ça n'empêche pas de faire des très belles, de décrire de très belles histoires. Et c'est là où on rentre dans ce qui, moi, m'a beaucoup séduit quand on a échangé dans la préparation de l'épisode, parce que je trouve que c'est un discours que j'ai très peu entendu, notamment, et qui, je trouve, s'oppose de manière très élégante au discours autoritaire, qui est, une fois qu'on a dit qu'on aimerait une organisation dans laquelle le présentiel est une part importante de la collaboration, pour toutes les raisons que tu as expliquées, on peut le faire de manière, j'allais dire, policy. On peut écrire, et ça c'est normal, et on va y venir, c'est quoi un peu les règles du jeu. Mais après, une fois qu'on a écrit la policy, soit on est très autoritaire pour faire revenir les gens au travail, au bureau, et on leur dit, voilà, c'est comme ça, t'as signé, et puis si t'es pas content, va trouver un job ailleurs, ce qu'on fait un certain nombre d'entreprises, ce qui fonctionne, entre guillemets, mais qui est pas génial pour l'engagement collaborateur-collaboratrice, ou, et c'est là où on va y venir dans cette deuxième partie d'épisode, on le prend dans l'autre bout en se disant, comment on comprend l'attrait du télétravail ou ce que y a qui peut aider le collaborateur ou la collaboratrice dans son équipe vie pro vie perso dans le télétravail pour faire en sorte que ce soit des choses qui existent entre guillemets dans le lieu de travail dans les locaux et est-ce qu'on peut même faire en sorte que sur certains aspects ça soit presque mieux les locaux que la maison, enfin bref, comment on incentive de manière très authentique les gens à être à travailler dans les locaux au moins en partie. Exactement, et ça c'est un bon point. Et finalement, les locaux ne sont que la poursuite de la discussion qu'on a pu mener avec mon CEO sur
qu'est-ce qu'était le télétravail, le future of work qu'on voulait impulser chez Ledger. Les locaux ont été quand même 3 ans et demi c'est un projet de 3 ans et demi avec une équipe en fait qui est absolument fabuleuse et qui a porté en fait ce projet. Et derrière en fait c'est de se dire finalement le collaborateur qui est en télétravail, il est sur une dynamique très transactionnelle entre les meetings, les emails, il est connecté à un écran, etc. Donc le faire revenir au bureau pour continuer cette dynamique transactionnelle, il n'y avait aucun intérêt. Dans ce cas-là, en fait, effectivement, et c'est ce que font peut-être beaucoup d'organisations, on tombe dans un travers très vertical, très autoritaire, vous revenez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Chez Ledger, on s'est dit, finalement, ces locaux-là vont venir asseoir aussi une expérience. Et ça, moi, je l'ai beaucoup aussi appris grâce à notre directeur de l'immobilier Workplace qui nous a rejoint, Reda, et qui a porté aussi ce projet et qui a mis l'accent sur l'expérience Workplace. Et finalement, en fait, penser le télétravail, il faut pas juste la penser en fait sur une politique RH, quelque chose en fait très binaire ou un arbitrage entre des jours travaillés, des jours non travaillés dans les locaux. C'est de se dire en fait finalement les locaux vont venir soutenir en fait finalement une politique people, une politique d'entreprise beaucoup plus globale. Et donc du coup effectivement quand on a pensé les locaux, on les a pensés en fait sur une expérience que le collaborateur devait vivre dès l'entrée dans le 106. Et là-dessus, et c'était aussi pour poursuivre sur ce concept en fait productivité d'une organisation, mais aussi well-being pour le collaborateur. On est une entreprise, on est exigeant sur le travail, on est une entreprise où, je l'assume, on est une culture de la performance, mais cette culture de la performance, elle est associée aussi avec une exigence en fait sur le work-life balance, sur le well-being en fait qu'on doit apporter aux collaborateurs. Et pour y répondre, effectivement, c'est que, tu l'as vu, j'ai pu te montrer un certain nombre d'installations, c'est qu'on a développé, on a mis en place un certain nombre en fait, d'installations en fait, au profit des collaborateurs dans les locaux. Encore une fois, on a cette chance aussi d'avoir des locaux assez grands, mais il y a effectivement des cours de sport qui sont proposés avec des installations spécifiques, des salles de musique, une salle de musique qui est spécifique, une salle de relaxation. On a un certain nombre aussi de terrasses rooftop qui permettent aussi justement aux collaborateurs aussi de profiter d'une vue assez exceptionnelle sur Paris. Mais tout ça en fait contribue à ce que le collaborateur, quand il vient dans les locaux, il a envie de venir. Et ne soit pas vu comme une contrainte, c'est je viens dans les locaux et je m'y sens bien. Et je trouve aussi finalement dans ces locaux des composantes que je n'ai pas forcément chez moi ou que je n'ai pas à proximité de chez moi. Et ça, c'est important. La localisation des locaux aussi joue. Le fait, on est très disruptif chez Ledger et c'est ce qui fait notre force aussi, c'est que on est dans le 3e arrondissement. Il y a très peu d'entreprises de la tech qui est dans le 3e arrondissement. C'est notre ambition. On veut impulser aussi un dynamisme et c'est aussi notre manière de concevoir les choses. Et enfin, et c'est une dernière chose, c'est que Ledger, on est une entreprise aussi internationale. Je le disais en introduction, on a 6 bureaux. Ce qui est important, c'est que les sessions d'onboarding, par exemple, des collaborateurs, parce que voilà, on est des organisations aussi matures où une partie des équipes peut se trouver dans d'autres bureaux en dehors de Paris et, ou même en dehors de la France. Et donc l'objectif aussi, c'est que ces collaborateurs puissent venir au siège social de Ledger, donc le 106 Temple, et vivre aussi cette expérience. Et ça aussi, ça participe aussi à quelque chose qui est important, c'est que c'est là où je reparlais de l'expérience pour le collaborateur, c'est que un collaborateur qui est rattaché en fait au 106 Temple, il va vivre la même expérience qu'un collaborateur qui vient des États-Unis, vient de Londres et va finalement vivre cette expérience d'onboarding et repartir en fait avec un élément de la culture d'entreprise qui est capable aussi de faire. On plante la graine, il la fait germer aussi dans les locaux en fait à l'étranger. Et ça, c'est important. Alors, on va y revenir beaucoup plus en détail que ce que tu crois, je pense, parce que là, pour le coup, tu m'as fait gentiment la visite guidée tout à l'heure, et je vais guider la visite virtuelle dans ce podcast, parce que y a beaucoup de très bonnes idées qui sont disséminées dans les petits détails, et j'aimerais bien qu'on passe pas à côté. Bien sûr. 2 disclaimers. Disclaimer numéro 1, et je pense aux personnes qui nous écoutent, peut-être que vous vous dites...
Waouh, c'est extrêmement impressionnant. On salue dès demain, mais est-ce que je vais pouvoir faire des choses comme ça chez moi alors que je n'ai pas ces capacités, équipe, budget, etc. Ledger, par ce qu'on va décrire là, fait des choses qui correspondent au niveau de maturité et de vie de Ledger. Et je veux dire, c'est quelque chose qui n'est loin d'être impossible à une échelle différente. On peut le faire avec le centième des moyens, tant qu'on comprend la philosophie qu'il y a derrière. Ça prendra juste une forme différente. Donc on veut vous raconter ce que tu fais, ou ce que tu as fait, ou ce que les équipes Ledger ont fait. Et l'idée, c'est de pouvoir souligner à chaque fois l'intention et la logique qu'il y a derrière pour voir comment c'est réplicable chez vous. Donc vous ne laissez surtout pas avoir par le côté Architectural Digest de se dire oui, alors c'est très beau, mais ça, je ne peux pas le faire chez moi. Il y a des petites idées à prendre quand même en termes de philosophie. Ça, c'est la première chose. 2, on va faire un exercice croisé parce qu'il y a 2 idées cibles, ou plutôt profondes, des colonnes vertébrales qui ruissellent dans tous ces locaux que j'aimerais souligner. La première idée, et je vais le dire avec mes mots, et tu pourras le reformuler avec tes mots bien sûr. La première idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand je m'intéresse aux collaborateurs et collaboratrices de mon organisation avec le même niveau de profondeur que mes clients. L'exercice de persona client, l'exercice de comprendre le buyer persona ou même un user, etc., c'est ce que font toutes les équipes, BizDev, UX, etc., etc. Là, on se pose la question d'un parcours collab. Donc, en gros, qu'est-ce que les personnes qui vont travailler chez nous vont vivre de A à Z, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les jobs to be done, et c'est la même logique. Et on va voir que avoir une salle de sport, avoir une salle dédiée à la maternité, avoir un studio de musique, ça répond à cette logique-là. Et ça, on ne le fait pas en envoyant plein les yeux à ses collaborateurs. C'est pas comme ça qu'on le fait, on le fait dans l'autre sens, me semble-t-il. Oui. Donc ça, c'est la première chose, et c'est ce qui est rendu possible quand on met le même niveau de finesse à essayer d'engager ses collaborateurs que celui qu'on a avec l'engagement de ses clients ou de ses UX ou de ses utilisateurs. Première chose. Deuxième chose, un concept que je trouve fascinant, qui est la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en interviewant Anthony Bourbon de Feed dans ce podcast, c'est la continuité entre le branding et la culture. Je vais reprendre très rapidement cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Feed s'est rebrandé, vous connaissez le branding actuel qui est très performance-driven, très sportif, et en fait, il y a eu une cassure parce qu'avant, il y avait un branding qui était beaucoup plus aseptisé, très ukulélé, xylophone et des fruits un peu partout. Et en fait, ça a commencé à mettre très très mal à l'aise tout le monde, à commencer par Anthony, parce que c'était pas eux. En fait, ce branding qui était censé servir un but de marketing ne reflétait pas la culture. Et donc, à un moment donné, ils ont assumé le truc en se disant tous les gens qui se moquent un petit peu de nous en disant « Ah oui, donc Feed, c'est pour les gens qui n'ont même pas le temps de manger et qui mangent une barre sur le pouce », ils se sont dit « Oui, absolument. Nous, on est des gens qui avons des gros objectifs, qui sommes dans la performance, et donc ils ont embrassé ce branding, et ça a marché, entre guillemets, mais surtout, ça a créé de la cohérence. » Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que ce que tu me disais et qui est flagrant quand on fait la visite avec toi, c'est que ces locaux sont une manifestation tangible dans chaque centimètre carré de ce qu'est Ledger à l'heure où on se parle et là où va Ledger. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la possibilité de voir la version vidéo de ce podcast qu'on mettra en ligne, l'expérience de la visite des locaux de Ledger ressemble moins à ce qu'on pourrait qualifier de French Tech, licorne, etc., que à des standards autres, plus internationaux, de la tech plus globale, etc. Donc moi je veux bien t'entendre sur ces 2 concepts avant qu'on rentre en détail dans la visite. Et notre ambition en fait, elle est au-delà d'être une French licorne, d'être Nextworthy. On est un leader en fait dans notre industrie. Et on veut être le leader et rester le leader de demain. C'est l'ambition de l'entreprise. Et cette ambition, il faut qu'elle soit nourrie bien évidemment par le business, mais il faut aussi qu'elle soit portée et nourrie par une culture d'entreprise. Ce qui est assez intéressant effectivement, c'est que chez Ledger, effectivement, la manière dont on a organisé les locaux, la manière en fait dont on a pensé aussi finalement cette culture, elle s'est faite de manière aussi très très intelligente, grâce aussi au travail de proximité qu'on a pu construire en fait avec notre département en fait communication, marketing,
Et d'ailleurs, tu as pu le voir et j'ai pu t'expliquer aussi à plusieurs reprises. Chaque équipe, on a une identité visuelle en fait qui a été co-brandée en fait avec les équipes en fait d'Ariel en charge de la communication chez Ledger. On a une identité visuelle. On a finalement aussi un lien et ce qui est très juste, hein, c'est on accueille, on drive en fait notre collectif de la même manière en fait et on respecte en fait notre collectif comme on doit respecter en fait nos clients quand on fait du business. Parce que finalement, encore une fois, l'entreprise ne peut être que successful et ne peut que performer que si justement elle respecte en fait son collectif. Et le respecter, ça passe aussi à travers en fait ces installations et à travers en fait les différents éléments qu'on peut leur proposer. Deuxième point que je voudrais dire aussi, c'est cette notion de well-being. J'en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas juste en fait des mots. Derrière, nous, on a réfléchi effectivement à ces éléments. Je t'avais souligné un détail, mais je pense aussi que ça fait son sens. C'est collaborateurs qui au télétravail souvent manifestaient, a pu manifester aussi auprès de ses managers. Non, mais j'ai un colis à réceptionner, je dois rester chez moi. On a adressé ce point, nous on a ce qu'on appelle une mail room où effectivement les collaborateurs ont la possibilité, ça ressemble à un guichet de poste, mais c'est fait exprès, ça participe à cette expérience. Collaborateur, au fait, au final, il a la possibilité aussi de recevoir ses colis, tout est agencé, sécurisé en la matière. Le well-being aussi est important parce que dans les industries comme les nôtres où on grandit vite, on est sur des populations aussi jeunes, donc la parentalité aussi est au cœur en fait de ce collectif et on en parlait tout à l'heure et j'ai pu te montrer les installations. Le retour en fait, notamment des jeunes mamans sur site, on doit aussi, il y a un dispositif d'accompagnement des jeunes mamans au retour au travail, mais il y a aussi des espaces qui leur sont consacrés pour justement en fait leur permettre en fait de nourrir en fait ce projet de maternité quand c'est nécessaire. Et le troisième point en fait que je voulais évoquer aussi, c'est effectivement on parlait en fait de ces installations de sport, mais c'est important parce que au final, encore une fois, c'est pas juste je vais faire du sport, c'est super, l'entreprise me propose des cours de sport. Encore une fois, il y a une vision, il y a une philosophie derrière qui est je me mélange aussi avec le collectif. C'est une opportunité, par exemple, pour une personne qui est sur une fonction support d'échanger en fait peut-être avec une personne du produit, de la tech, et sur lequel peut-être il peut avoir des projets aussi transversaux sur lesquels ils sont en train de travailler. Et donc l'objectif, quand je parlais de collaboration déstructurée, c'est finalement dans cette bulle du 106, un collaborateur en fait va pouvoir en fait rencontrer et cette intelligence en fait et travailler sur cette intelligence collective parce que finalement ce 106 temple vient renforcer en fait cette notion d'intelligence collective qu'on voulait aussi à travers cette organisation de travail. Alors je vais souligner dans la visite que tu as eu la gentillesse de me proposer ce matin le top des choses qui m'a le plus interpellé, qui m'a le plus fait sourire et qui sont, je pense, transposable à beaucoup d'organisations de manière très différente, même si oui. Effectivement il y a un côté spectaculaire chez Ledger. Je vais en faire quelques-unes, c'est des trucs très personnels. L'intégralité des locaux, depuis l'entrée, depuis l'accueil, est à la fois spectaculaire dans le sens de niveau d'exigence, je vais dire ça comme ça, très brandé, au sens où il y a plein de petits easter eggs, de choses qui rappellent le Ledger en tant que produit. Et tout crie des ambitions internationales avec des niveaux de standards de tech international avec un ancrage français. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas crypto-enthousiaste, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, je veux le dire avec mes propres mots, parce que pour le coup, je suis très passionné par la crypto, Ledger est effectivement un leader absolu au niveau international. C'est-à-dire que n'importe quelle personne dans n'importe quel pays du monde qui connaît un tout petit peu la crypto vous parlera de Ledger dans des hardware wallets. Donc c'est cette réalité d'empreinte internationale chez Ledger et absolument pas un effet de manche.
Et effectivement, il y a quelque chose de se dire, moi je vais le dire encore une fois avec mes propres mots, tiens, je rentre dans un campus Google, dans une boîte Made in France qui est juste à côté de Colette. C'est un petit peu ça. Et j'ai même envie de te dire, on est au-dessus de Google. Notre ambition aussi, elle est de construire notre propre trajectoire. Et ce qui est assez intéressant, et ce que tu dis aussi, c'est que on peut reprendre par exemple l'exemple du parcours d'onboarding des collaborateurs. Ils arrivent dans l'entrée du 106, ils sont pris en charge en fait tout de suite en fait par les équipes, mais c'est surtout ils découvrent en fait finalement l'exigence qui est celle de Ledger. Il y a le côté waouh, effectivement, des locaux, mais ça traduit aussi l'ambition. Ce que tu disais tout à l'heure est très juste, et les locaux sont pas là juste pour être jolis et avoir cet effet waouh, c'est aussi derrière, en fait, se dire il y a une exécution parfaite pour reprendre, les mots de mon CEO sur la manière de construire, en fait, ces locaux. On attend une exécution parfaite au quotidien du collectif sur les missions qui sont les nôtres au quotidien. Et donc effectivement, il y a cette identité visuelle, il y a ce parcours d'onboarding aussi, j'ai pu te montrer ce parcours. On a effectivement cette salle campus qui est dédiée vraiment sur la partie onboarding et qui est agencée d'une manière complètement différente, tournée aussi sur l'extérieur pour te donner aussi ce visuel que tu peux avoir en fait d'une rue typique parisienne, mais c'est voulu parce que finalement on est une entreprise en fait, avec un ADN français, mais encore une fois résolument tournée sur l'international avec une ambition internationale. Et donc c'était aussi comment on arrive en fait à tirer les leviers en fait de cette architecture unique, parce que finalement on est quand même dans une des plus belles villes en fait au monde. C'est un peu le côté chauvin qui remonte, mais c'est vrai. Et derrière, en fait, c'est comment aussi on en fait en fait quelque chose au profit aussi de nos collaborateurs. Et je pense notamment aux collaborateurs qui viennent en fait de nos différents bureaux en dehors de la France. Parce que l'objectif aussi, c'est que les sessions d'onboarding sont faites au 106 pour justement ce que je te disais tout à l'heure, favoriser en fait ce début de culture. C'est aussi asseoir une culture collective. Tu parlais de Google, tu parlais en fait, tu peux prendre Apple. Finalement, leur réussite internationale, elle repose aussi sur un critère essentiel qui est la culture d'entreprise. Finalement, ils ont réussi à asseoir en fait, quelle que soit la localisation, cet ADN commun. Et finalement, Ledger, nous, c'est à travers cette organisation de travail, comment aussi on permet de construire cet ADN commun, indépendamment en fait des enjeux de géolocalisation. Et finalement, en fait, c'est pour rebondir aussi à cette notion de full remote. On peut prendre n'importe quel format d'organisation de travail. Au final, c'est surtout, indépendamment des moyens qu'on a en fait pour construire en fait notre culture, c'est cette capacité à infuser en fait cet ADN commun et à réfléchir aux actions qui vont permettre en fait d'avoir cet ADN commun. Exactement. Et pour faire le grand écart, vous êtes dans une entreprise de 50 personnes et vous dites, et donc so what pour moi. Le message clé, c'est qu'est-ce que votre extérieur veut dire de votre intérieur. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Tu le disais, la performance n'est pas un gros mot, l'exigence n'est pas un gros mot. Chez Ledger, c'est le contrat, et c'est le pari, et c'est le fuel de vos ambitions. Ça se ressent dès le début. Voilà, on est dans un endroit dans lequel c'est pas laissé au hasard, on a un niveau d'exigence qui est très élevé, on se met en cadre pour vous, collaborateurs, on s'attend à ce que cette exigence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du collectif, vous l'ayez aussi. Là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour prendre un exemple volontairement provoque, que si en très gros dans votre culture il y a marqué excellence et qualité totale, et que vos bureaux sont archi mal gérés et vraiment mal organisés, vos collaborateurs ne vous croiront pas, tout simplement. Parce que la culture ne se décrète pas. Elle existe avec ou sans vous. Donc, j'aime beaucoup cette notion de la continuité entre le branding et la culture. Je vais aller sur un autre point. À moins que tu veuilles réagir à ça. Non, ce qui est très vrai, c'est surtout aussi ce travail en fait, de comment tu incarnes en fait, tes valeurs, tes principes. Les principes d'une entreprise, ils n'ont pas juste vocation, on le dit souvent en tant que DRH, ils n'ont pas vocation en fait à être juste inscrits sur un mur et à être passés en fait dans des cadres de politique de talent review, etc. C'est au-delà. C'est comment on la vit, comment on vit cette culture en fait au quotidien, comment on vit ses principes, ses valeurs. Et chez Ledger, c'est très vrai. C'est aussi comment, à travers en fait l'expérience encore une fois du collaborateur, on arrive aussi à impulser en fait ses principes et ses valeurs. Tout à fait. Et donc deuxième partie.
l'ensemble des espaces ont été pensés par rapport à des usages, ou en tout cas, et notamment Bien certains sûr. espaces. La première partie des usages qui m'intéresse, et donc je disais, je vais partager ce qui m'a interpellé, c'est la cohérence complète entre certains usages qui peuvent expliquer que en tant que collaborateur, c'est plus confortable ou plus plaisant d'être chez soi que dans un bureau, et le miroir que vous avez mis en place. Je vais donner donc ceux qui m'ont interpellé là-dessus. Dans certains cas de figure, pourquoi je vais être au bureau? Parce que là, j'ai un petit loulou, une petite louloute, et c'est dur, quoi. Tu sais, je dois tirer le lait, je dois le changer, et je vais clairement pas faire ça dans l'open space. Ok, chambre de maternité qui sert à ça. Est-ce que ça répond à 100% des cas? Pas nécessairement, mais c'est pas très important, parce que de toute façon, le télétravail existe chez vous. Donc la question, c'est de pouvoir offrir le miroir de ce qui nous obligerait à rester à la maison, au bureau, pour que ce soit possible, et donner envie de... Recevoir les colis, c'est un truc qui est hyper basique, effectivement. Mais moi, dans ma vie de salarié, oui, ça m'est arrivé très souvent de devoir récupérer un colis à la maison. Je prends un troisième exemple. Pareil, ça a l'air trivial, mais il faut parler avec des collaborateurs sur pourquoi ils aiment le télétravail. Le sport. Tu es très sportif. Effectivement, on a parlé à certaines de tes collègues qui sont très sportives aussi. C'est mon cas. Et je sais que... un des luxes que m'offrent les moments de remote dans ma vie Yaniro, c'est des facilités d'entraînement. C'est de pouvoir économiser un temps de trajet pour pouvoir faire une séance, etc. Et bien là, c'est possible de le faire avec les collègues et avec aussi des efforts qui sont mis à disposition. J'ai encore autre chose qui m'a interpellé, mais j'aimerais bien t'entendre sur justement ce miroir entre... Non mais tu as tout dit et tu l'as dit, c'est très juste. Ce qui est important, et effectivement... la notion de parentalité était importante dans une entreprise comme Ledger, comme toute entreprise de la tech, la parentalité est importante. Il faut pas la nier. Quand tu gères un collectif, il faut pas nier on va dire l'âge de ta population que tu dois animer, porter pour l'entreprise. Donc cette parentalité, et quand tu prends le cas précis de la maternité, effectivement, il y a la Mother Room qu'on a mis en place. C'est un enjeu, c'était un enjeu pour nous, c'était un enjeu pour moi à titre personnel, parce que je voulais aussi que toute jeune maman, quand elle revient sur site, elle se sente aussi à l'aise. Si elle a un projet d'allaitement avec son nouveau-né, je voulais aussi que ça ne soit que la reprise du travail ne soit pas en fait un handicap par rapport à ce projet personnel. Et puis l'autre enjeu aussi, c'est justement, c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est que la maternité est un exemple parmi tant d'autres, mais le télétravail aussi a vocation aussi, si on veut performer, il faut prendre en compte ces évolutions, ces événements merveilleux d'une vie d'un parent, et de se dire en fait finalement quels moyens on propose pour que un talent qui se sent bien, qui réussit dans l'entreprise, finalement l'entreprise tient compte en fait de cette évolution personnelle. On ne peut pas la nier en fait, parce que la nier, c'est le meilleur moyen en fait de mettre en fait ce talent en échec. Donc ça, moi, je ne voulais pas. L'autre aspect qui est important aussi, c'est le sport. Enfin, moi, comme tu le dis, j'aime beaucoup le sport. Ça m'apporte beaucoup d'équilibre dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, pardon. Et ce que je voulais, en fait, c'était surtout, on voulait offrir aux collaborateurs la possibilité, d'avoir des moments où, effectivement, c'est une exigence de travail chez Ledger. On travaille dur, c'est vrai, mais on travaille aussi parce qu'on a une mission commune. Et ce qu'on voulait aussi, c'est permettre en fait cet équilibre. On travaille de manière très engagée chez Ledger, et en parallèle, on a aussi cette possibilité de retrouver et d'avoir cet équilibre en fait pour faire des activités physiques, sportives. Et effectivement, c'est ce qu'on propose chez Ledger avec ces installations, avec aussi, plusieurs programmes en fait de sport et des temporalités le matin, entre la pause déjeuner et le soir, pour justement que ça puisse aussi convenir à tout collaborateur en fonction de ses contraintes d'agenda de la journée, de la semaine, mais aussi de ses habitudes, puisque chacun en fait gère un peu son activité physique comme il l'entend. Certains sont du matin, d'autres du soir. Bref, ce qu'on voulait aussi, c'est avoir cet équilibre-là, et c'était surtout très important. Il y a un autre point qui était important aussi, c'est que tu l'as vu, il y a d'autres points de rencontre. On a aussi des salles de détente qui sont mises en place. L'objectif aussi, c'est que, encore une fois, c'est des bâtiments qui sont très grands.
mais il y a des zones en fait, des points de rencontre, des lieux de rencontre. Et ces lieux sont bien identifiés, ce qui fait que ça favorise aussi une circulation des collaborateurs en fait, dans ces locaux. Et finalement, ça favorise aussi une vie d'entreprise. Et ça, c'est important. Et effectivement, je reviens à mon cas de figure, grand écart de je suis DRH d'une boîte de 50 personnes, comment je vais pouvoir faire ça? Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vos collaborateurs veulent rester chez eux? Pour recevoir des colis, des fois, ok. Est-ce qu'on peut recevoir les colis au bureau? Sûrement, même dans une entreprise plus petite. Pour faire du sport, est-ce que c'est pas intéressant de proposer des activités sportives collectives? On va courir ensemble le midi, il y a une salle d'escalade pas loin, on va faire ça. On crée un truc de yoga parce qu'il s'avère qu'il y a quelqu'un dans la boîte qui sait faire du yoga, donc c'est même pas des frais supplémentaires. Et là, on rentre dans une politique et une philosophie du... Je ne vais pas forcer les gens à revenir au bureau. Je vais leur donner une raison d'être là. Plutôt que d'enchaîner effectivement du mode capuche si je suis développeur, où en fait je pourrais être dans mon salon ou dans le bureau, c'est pareil. Et ça, c'est ce qui me permet de donner un autre élément qui m'a interpellé. C'est la finesse avec laquelle vous avez pensé cette notion de provoquer des moments de collectif. Typiquement, tu le diras mieux que moi, mais les endroits les plus... peut-être utilisés d'un point de vue hors travail, sont les endroits qui sont au -1. Ce qui fait que mécaniquement, en y allant, on croise d'autres personnes, on croise d'autres gens, on va se retrouver là. Et en fait, tout est pensé pour faire en sorte que les gens chez Ledger se rencontrent. Parce qu'on le sait, dans une entreprise, plus on grandit, plus le risque de silo est élevé. Absolument. C'est obligatoire. Hein. Et alors en remote, évidemment, en full remote, c'est encore une autre paire de manches. Et là, tu fais en sorte que deux personnes qui ne travaillent pas du tout sur les mêmes sujets dans Ledger puissent se rencontrer. Absolument. Et on a travaillé aussi sur la polyvalence des salles. Je pense notamment, on a une salle au 8e, la salle Olympus. Cette salle est pensée en fait pour être polyvalente, puisque c'est une salle aussi qui peut se transformer en salle de sport. C'est une salle qui nous permet aussi de faire nos all hands, donc de réunir ce collectif en physique quand on est à Paris, à distance dans les bureaux quand on souhaite aussi parler avec notre collectif en fait, qui est basé en dehors de France, encore une fois. Et donc ça, c'est important. Et donc voilà, non, mais tu as tout dit par rapport à ça. Tout à fait. Et donc, dernier point, il y a s'assurer que mes locaux veulent bien dire ce que je veux que ça dise et là où veut aller la boîte, s'assurer que mes locaux répondent aux use cases qui font que dans certains cas de figure, les collaborateurs doivent ou veulent rester plutôt chez eux que d'être au bureau. L'intérêt d'utiliser les locaux comme un espace pour lutter contre les silos. Et dernier point, c'est proposer des choses dans les locaux qui ne sont pas ou peu accessibles à la maison. Donc toujours la même logique de favoriser l'envie d'aller au bureau. C'est ça. Et pour revenir aussi, pardon, je voulais revenir sur ta précédente question. Moi, je pense aussi que, et toi, c'est intéressant, c'est que la question de l'organisation de travail, la question du télétravail, c'est pas quelque chose qui doit être figé à un instant T. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a pensé en 2020 n'est pas forcément d'actualité en 2023, et ne l'est peut-être plus du tout en 2025, et ne le sera plus en 2026-2027. Je pense que ce qui est important, et c'est un peu le concept de bâtisseur, tu vois, en tant que DRH, c'est que finalement, tu dois aussi construire en fait un cadre, construire en fait finalement un dispositif d'accompagnement avec le collectif, avec les collaborateurs. Mais derrière, ce qui est important, c'est finalement avoir un pacte très clair avec ton collectif. Ce que tu as designé en fait finalement en 2020, c'est peut-être pas forcément ce que tu souhaites insuffler maintenant, mais il faut être clair. En revanche, pour pouvoir aussi évoluer, il faut avoir fixé des principes. Et toi, ce qui est très juste, c'est que Ledger 2020 n'est pas le Ledger 2025, et le Ledger de 2030 ne sera pas le Ledger 2025, ce qui est normal, une entreprise évolue. Mais ce qui est important, c'est de savoir se remettre en question et finalement garder des principes directeurs qui, quand on s'est posé la question en fait avec Pascal, mon CEO, en août 2020 sur le Future of Work, on a défini des principes.
on a défini en fait finalement des fonctions de ce qu'on voulait pour l'organisation de travail. On s'y est tenu, et à mesure que l'entreprise a grandi, à mesure en fait que l'entreprise a rencontré ses succès, on a été en mesure en fait de rentrer dans la granularité de ces principes et justement du coup de garder en fait ces consistantes. Et je pense que c'est tout l'enjeu en fait des DRH, c'est peut-être aussi de travailler en fait avec son excom, avec son CEO sur ces fonctions-là, qu'est-ce qu'on veut en fait porter et quel projet on a au regard en fait de ce collectif, de fixer ces principes et finalement en fait de s'y tenir à mesure en fait que l'organisation de travail grandit ou décroît en fonction, mais toujours s'y tenir pour garder cette consistance. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur l'intention plutôt que sur ces manifestations. Absolument. Parce que la manifestation, elle est mouvante. Je pourrais même le donner autrement, et là, c'est vraiment quelque chose qui va parler à je crois, tout le monde. Ledger est un hardware wallet, et comme toutes les entreprises du monde, elle a ses clients et ses anti-clients. Il y a des gens, j'en connais, qui vont dire pourquoi est-ce que j'achèterais une pièce de hardware plutôt que de tout centraliser sur Binance ou d'utiliser MetaMask qui coûte rien. Et à ces gens-là, vous pourrez répondre ok, fine, il n'y a pas de souci. On n'a pas vocation à vendre un ledger à 110% de la population. C'est valable pour toutes les entreprises. Tout le monde ne boit pas de Coca-Cola, etc. Ok. Quand on est DRH, je pense que c'est pas exagéré de penser les choses de la même manière. De se dire, les 14 personnes dans ta surveille qui voulaient faire du full remote, bah, quelque part, on comprend. C'est possible, mais peut-être aussi que Ledger n'est pas la meilleure des boîtes pour vous sur le long terme. C'est pas grave en plus. Et il faut l'assumer. C'est ok. C'est ça. On parlait du niveau d'exigence. Je sais qu'une bonne blague qui a beaucoup été faite sur les locaux de Google, c'était de dire « Ah, mais Google, ils sont diaboliques. En fait, ils font un campus pour t'empêcher de revenir au bureau, comme ça, ils peuvent t'exploiter. » C'est une manière de le voir. Moi, je peux le voir autrement, qui est de dire que Google essaye d'avoir les personnes qui sont les plus malignes, smart et engagées pour fuel les ambitions de Google, et qu'à ce titre-là, ils se donnent les moyens de leur politique. Et que des personnes qui ne souhaitent pas ça, personne n'est obligé de travailler avec Google. Non mais absolument. Pour répondre à ta question, à tes commentaires, pour les clients qui n'auraient pas de hardware wallet, je les inviterais quand même à regarder Ledger Academy. Bien sûr. Pour sociabiliser sur l'importance d'avoir un hardware wallet. Je ferme la parenthèse. Tu as tout à fait raison. J'ai moi-même de Ledger, donc je défends ce truc-là. Pour avancer, pour poursuivre par rapport à tes propos, je pense que ce qui est important aussi, c'est que on parle souvent, et moi je parle souvent de la notion de... on doit investir sur nos talents. Grandir, faire de la croissance, recruter des talents, c'est une chose. Les faire grandir dans une organisation, c'en est une autre. Et on le sait, et tout DRH le sait, ce qui est important, c'est d'avoir aussi, de garder ce collectif, de le faire grandir, de le faire évoluer professionnellement. Mais cet investissement, il passe par plein de mesures d'accompagnement sur la partie talent, sur le développement, sur le learning bien évidemment. Mais cet investissement, il doit aussi être, qu'on peut le faire. Et Google, je pense, comme pour le citer, tu le dis très justement, ils l'ont fait aussi à travers des locaux. Et encore une fois, sous un angle aussi d'exigence aussi de la performance, d'exigence en fait sur le travail, et de se dire que, encore une fois, c'est un pacte qu'on fait ensemble. Nous, organisation, sur notre investissement sur vous, et vous, l'investissement que vous faites en fait en contrepartie pour l'organisation et pour nourrir en fait les missions et les ambitions de l'entreprise. Exactement, et ça sera peut-être le message le plus important. On l'a beaucoup rabâché dans ce podcast, mais toutes les entreprises du monde se posent la question de quel client je veux et comment je fais pour être sûr qu'ils nous choisissent nous et pas quelqu'un d'autre. Ça passe par la qualité du produit, ça passe par le marketing, ça passe par la manière dont on s'adresse à eux, par le service client quand il existe, etc. Toutes les fonctions de l'entreprise. Il ne faut jamais oublier que la fonction d'un ou une DRH, c'est de se dire qui est-ce que je veux dans cette entreprise et comment j'essaye de les garder engagés, heureux, satisfaits le plus longtemps possible. Et les locaux en font partie. Absolument. Et je terminerai aussi par une chose, c'est que les premiers clients, premiers utilisateurs en fait, d'une entreprise doivent être les salariés. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas les oublier. Tout à fait. Écoute, on a fait un bon tour. On va atterrir sur cet épisode. Tu connais les questions un peu traditionnelles de fin d'interview. Si on veut engager la conversation avec toi, on fait comment? C'est quoi le canal préférentiel? LinkedIn.
fonctionne LinkedIn, bien. Très simplement. Est-ce que tu as une ressource, blog, podcast, livre, en rapport avec le sujet des locaux ou pas, ou du remote, que tu aimerais partager aux auditeurs, auditrices RH? Alors moi, ce qui m'a nourri, c'est surtout mon directeur Workplace IMO. Donc j'ai ma source. Il a écrit un livre? Il n'a pas écrit un livre, mais il pourrait. Reda, encore une fois, j'en profite aujourd'hui pour le saluer parce que ce projet est grâce à ses équipes aussi. Et c'est une force aussi, et peut-être aussi une parenthèse, c'est que une fonction RH, elle réussit ici en intégrant une fonction Workplace. Et ça, c'est très juste. Donc, j'ai pas forcément de littérature, mais j'ai une source en interne qui est très forte pour ça. Il va recevoir un nombre de MP sur LinkedIn. Oui, Reda, c'est ça. un petit traquenard que tu lui fais. Et enfin, tu connais notre tradition de passage de flambeau dans ce podcast. Je crois que tu en es toi-même issu. C'est grâce à quelqu'un qu'on se rend compte, non? Jessica. Je pense que c'est Jessica. C'est Jessica. Donc qu'on salue si elle écoute cet épisode. Absolument. Moi, j'ai une technique dans ce podcast, c'est que je reçois des gens que je trouve brillants et fascinants, et je leur demande qui est-ce que eux, elles, trouvent brillants et fascinants. Et ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés, des fois dont j'ignorais même l'existence, et ça fait des épisodes formidables. Si tu étais à ma place et que tu devrais recevoir un profil RH qui te fascine, on inviterait qui? Je pense qu'on devrait inviter Sandrine Bossard. Ouais. C'est un profil unique sur le marché. C'est un profil qui, je pense que beaucoup de DRH la connaissent, qui est une des rares à avoir fait ce qu'on appelle un IPO, donc c'est-à-dire une introduction avoir accompagné une entreprise dans un contexte IPO. Elle a accompagné Believe dans un contexte IPO. Et finalement, moi, c'est une personne, une CHRO qui m'inspire énormément, puisque finalement, Ledger s'inscrit aussi sur cette ambition en fait internationale, IPO ou pas, mais en tout cas, c'est pour moi, si je devrais citer qu'une personne, c'est cette personne que tu dois recevoir dans un podcast pour qu'elle puisse te parler de tout ce qui est transformation organisationnelle, accompagnement du collectif, dans des enjeux aussi critiques que sont ceux de l'IPO. Sandrine, de deux choses l'une. D'une part, quand Alexandre doit réfléchir à la personne qui l'inspire, c'est toi, c'est pas rien. Une petite témoignage public de sympathie qui, moi, me fait chaud au cœur. Et d'autre part, tu es évidemment la bienvenue pour faire un épisode sur ce podcast sur l'introduction aux bourses de Believe et ce que ça veut dire d'un point de vue RH, voir un peu ton journal de bord là-dessus. Et là où je triche un peu, c'est que ça serait déjà en préparation. Oups, mais non, j'en ai trop dit. Alexandre, un grand merci pour cet épisode, c'était super. Si vous écoutez cet épisode en version audio, il existe en version vidéo, on mettra le lien dans la description, une fois n'est pas coutume. Vous pourrez peut-être voir à quoi ça ressemble les locaux, et parce qu'on va mettre des inserts, etc. Donc un grand merci pour cet épisode, un grand merci pour ton accueil ainsi qu'à toutes les équipes, parce que là, il y a pas mal de personnes qui nous permettent de faire un épisode de qualité et on les remercie beaucoup. Je te dis à la prochaine. Merci à toi Alexis, merci aux équipes et merci à nos auditeurs. Et effectivement, tout DRH est bienvenu s'il veut se rendre compte de nos locaux. À bientôt.